on leur donnait une charge de justice, une charge de garde militaire pour les marquis, etc. Et s'ils ne la remplissaient pas correctement, s'il y avait des malversations, des choses comme ça, on leur retirait avec les bénéfices qui allaient avec. C'est seulement quelques temps plus tard, à partir de Charlemagne à peu près, que ces charges et bénéfices sont devenus héréditaires. Et là, on a assisté au régime monarchique, qu'on dirait traditionnel, ce qu'on a appelé l'Ancien Régime, où l'ensemble des nobles avaient des privilèges. Or, en faisant cet acte à Saint-Benoît-sur-Loire, Jeanne, en confiant le royaume au lieutenant sur terre du roi du ciel, et non plus à son propriétaire, elle a fait un acte de rébellion inimaginable, puisque en fait, ça revenait à dire, le royaume ne t'appartient pas à toi, tu es en charge, mais tu dois en prendre soin, et c'est pas ta propriété. D'ailleurs, elle l'a tellement bien souligné qu'avant de le lui remettre, elle a fait constater, en désignant Charles, le dauphin, voyez, le plus pauvre chevalier du royaume. Or, encore une fois, est-ce que c'était une allusion voulue ou non? Mais les Templiers, on les appelait les pauvres chevaliers du Christ. Jeanne n'avait pas d'autre référence religieuse que Jésus lui-même. Et tout ce qu'elle fait, en fait, va dans ce sens. Or, comme je l'expliquais tout à l'heure, à Orléans, il y avait le siège international de l'ordre de Sion, et, comme je l'expliquais également, les Armagnacs étaient en fait les grands maîtres des Templiers. Toute cette histoire s'explique si on prend en compte ces deux aspects que jusqu'à maintenant, pratiquement personne n'a exploité pour utiliser, pour expliquer le mystère de Jeanne. Je ne sais pas si j'ai raison, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais à mon avis, il y a quand même beaucoup de raisons de penser que c'est par ces aspects des choses que l'on peut expliquer l'émergence de Jeanne à l'histoire. Oui, alors on sait que effectivement Jeanne avait une idéologie religieuse particulière, on le sait au travers du procès, puisqu'elle fait toujours référence à Jésus, roi du ciel. Elle parle toujours de Charles VII comme le lieutenant du roi du ciel. Alors, on a référence lors de son procès, et que donc ça fait aussi partie des éléments de sa condamnation en hérésie, hein, puisque elle méprise le clergé complètement, et elle dit « moi je n'ai affaire qu'au roi du ciel et pas aux intermédiaires hein, ». Voilà. Et ça c'est une constante dans sa phraséologie, qui est bien, c'est une phraséologie bien précise, qui va dans le sens de ce que tu dis. Et bon, alors là, effectivement, c'est un éclairage intéressant qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Cette intervention des Templiers dans cette affaire qui était puissant, des Armagnacs, puisqu'on sait que les Armagnacs, c'était une puissance militaire importante, qui travaillait à l'arrière de l'ennemi, qui harcelait complètement l'ennemi, donc qui était aussi un élément aussi dans la défaite anglaise. Et il y a aussi le fait dont on a parlé, c'est que les Anglais avaient une terreur de Jeanne, ils en avaient très peur, et que
avant Orléans, il fallait 10 Français pour un Anglais, et après, dans les batailles suivantes, tout s'inverse, en fait, hein, puisque Patay, c'est la première, bon, Orléans, c'est la première grande victoire. Ensuite, il y a Patay, puisqu'il y a la jonction avec Richemont qui rentre en grâce, et grâce à Jeanne et à Yolande d'Aragon. Richemont, grand capitaine, qui ramène ses Bretons et qui, lui, commandera l'armée française jusqu'à la victoire. Et c'est un très grand organisateur d'hommes. Et puis, je ne sais pas si... parce que là, on avance, mais parce qu'il faut qu'on finisse. Il faudrait parler du procès quand même, peut-être, pendant le procès, alors... Parce que tout est... On voit bien, donc, pour résumer, bon, Jeanne d'Arc, il y a beaucoup de zones d'ombre là. Je ne sais pas si on va avoir le temps de parler du procès. Ce serait intéressant d'en toucher un mot, parce que dans le procès, tu me dis qu'on découvre que finalement, on ne sait même pas si elle a été brûlée. Voilà. C'est une légende. J'aimerais bien qu'on conclue sur ça, même si on reviendra sur une émission si on n'a pas tout fini, mais cette histoire est importante. Alors, bon, il y a cette histoire de a-t-elle été brûlée ou pas? Donc on va passer le sacre et tout le bazar. Ah oui, parce qu'il y a le sacre, et ça aussi c'est un passage important. On ne peut pas parler de tout. 3 heures c'est limite sur Jeanne d'Arc. Ah oui, 3 heures, mais peut-être... T'as l'idée d'en refaire une autre, hein, Jacques? On pourra refaire une, Jacques, si vous êtes d'accord de revenir, parce que bon, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui voulaient poser des questions, même si j'en parlerai après. L'histoire du procès a-t-elle été brûlée ou pas? Donc, on a ce fameux procès qui est curieux, dont les minutes ont disparu. Hein, donc, il reste une copie partielle en français qu'on appelle le manuscrit d'Urfé, qui commence 3 semaines après le début du procès, et l'autre partie, c'est une traduction latine faite a posteriori par Cochon et ses procureurs, hein, et qui est fait complètement a posteriori, et donc il y a déjà des discordances entre les deux documents. Donc il s'agit d'un procès politique pour les Anglais et pour aussi l'Église, l'Université de Paris, hein, parce que là, il s'agit de l'Université de Paris, pour essayer de démontrer que Jeanne est hérétique. C'est ce qu'ils veulent, c'est qu'elle est hérétique, et à ce moment-là, étant hérétique, le sacre de Charles VII est entaché complètement, puisque c'est elle qui l'amène au sacre, et donc on dit, Charles VII a été adoubé par une sorcière ou une hérétique. Le problème c'est ça qu'ils ont voulu démontrer dans ce procès. Ils ont voulu démontrer dans le procès. Et il faut dire que le problème, c'est que Jeanne faisait très très peur aux Anglais, qu'il y avait des désertions, que personne ne voulait la combattre, et qu'il fallait démontrer que c'était une sorcière. Voilà. Bon. Et donc, on voit que c'est le premier procès stalinien, hein, quasiment. Dans cette affaire, donc on l'interroge sur ses voix, sur est-ce que les entend, quand et comment. Enfin, on va pas trop s'étendre là-dessus, puisque en fait c'est un procès qui est complètement à charge, qui est truqué, et on voit que les réponses de Jeanne, comme toujours, elles sont toujours évasives. Elles sont toujours évasives. On donne un exemple, on lui demande le nom de sa mère. Quel est le nom de sa mère? Elle dit Isabelle. Tu vois, Isabelle, c'est vrai que Isabelle ça ressemble à Romée, Isabelle, ouais, c'est Isabelle. Ou Isabelle. Voilà. Ou Isabeau de Bavière. Voilà. C'est le genre de réponse qu'elle fait tout le temps, quoi. On lui demande son âge, elle ne sait pas. Elle ne connaît pas son âge. On lui demande si elle sait écrire. Elle dit « Je ne connais ni de A ni de B ». Donc, c'est quand même une phrase bien particulière, parce que, en fait, elle ne voudra pas signer. Hein. Il y a un moment, on lui amène une cédule pour son adjuration, et il y a quelques mots dans lesquels elle admet qu'elle n'a jamais entendu de voix, et elle signe, non pas avec une croix, donc j'ai lu dans ce livre-là, mais elle fait un 0. Hein, elle signe avec un rond, pour dire que c'est 0. Bon, elle est quand même menacée, on l'amène, on lui montre des instruments de torture, hein, quand même. Hein, et puis, il y a
la fameuse entrevue comme je viens de parler, du cimetière de Saint-Ouen. Donc on l'amène au cimetière de Saint-Ouen sur un échafaud, et c'est là que on l'amène à signer cette cellule. Elle adjure complètement. Enfin, on dit, parce qu'on ne sait même pas si c'est vrai, et elle remet des habits de femme. Non, je vais me rhabiller, parce que là aussi, le problème était du fait de ces habits d'hommes, puisque c'était interdit pour les femmes de porter des habits d'hommes. Donc elle explique au cours du procès, si je portais des habits d'homme, c'est que pour faire la guerre, on est mieux en homme qu'en femme. Puis en plus, elle craignait toujours les viols, et elle disait que c'était mieux d'être habillé en homme qu'en femme. Toujours est-il que, là je vais très très vite, que elle remet des habits de femme, on lui fait faire une robe, et puis le lendemain, elle se lève, donc elle a toujours des gardiens anglais dans sa cellule pour aller faire ses besoins. Elle revient, et sur son lit, il y a ses habits d'homme qu'on lui a remis. Tu vois, les Anglais lui ont piqué des habits de femme et lui remettent des habits d'homme. Hein, la perfide Albion, ils sont égaux à eux-mêmes. Et donc, finalement, elle est obligée de remettre ses habits d'homme. Et donc, elle est jugée relapse, donc c'est pire. Hein, relapse, c'est-à-dire que, en fait, elle avait adjuré, puis elle revient sur son adjuration. Donc, tu vois, donc ça s'appelle relapse, donc qui est très grave pour l'Église. Et donc, elle est condamnée au bûcher. Alors, normalement, quand en Inquisition on est condamné au bûcher, on est remis au bras séculier, c'est-à-dire que la condamnation n'est pas donnée par l'Église, mais donnée par le bras séculier. Alors là, elle n'est jamais remise au bras séculier, et le procès se termine par une entrevue, mais qui a été écrite plus tard, une entrevue de Cochon avec Jeanne, et où finalement, d'abord, Jeanne a toujours l'espoir d'être délivrée. Elle le dit, je serai délivrée, il n'y a pas de souci. Et puis Cochon lui dit, mais gardez espoir, Jeanne. Hein, donc on pense que Cochon, il est un petit peu dans la combine. Et finalement, tout l'historique du procès s'arrête là, on ne sait pas. Il n'y a aucune chronique de l'époque qui relate le bûcher, aucune. Absolument rien. Il n'y a que les témoignages de 1450, donc des années après. Mais il n'existe pas le procès original, le document du procès? Ah non, on l'a pas. Non, il est disparu. Il a complètement disparu. Et donc, il y a 5 témoignages de gens qui témoignent au procès en réhabilitation, qui ont vu Jeanne brûler. Mais tous ces témoignages sont contradictoires. C'est-à-dire, si tu me permets, si tu me permets, Alain, il y a des témoignages qui ont vu une femme brûler. Ils ont vu une femme brûler. Voilà. Alors, mais on ne sait pas avec certitude si c'est bien Jeanne, puisque elle est arrivée. D'abord, il faut dire que la toute petite place de Rouen sur laquelle elle aurait été brûlée était cerclée de 600 ou 800 soldats, coude à coude, qui retenaient la foule derrière, de manière à laisser beaucoup de place que les témoins ne soient pas devant le bûcher à 2 mètres, mais à 30 mètres, ou plus. Alors, ça, c'est la première chose. Voilà. Deuxièmement, on avait fait un bûcher beaucoup plus haut que d'habitude, et à tel point que le bourreau n'a pas pu, comme ça se faisait à l'époque, étrangler la victime avant qu'elle ne soit grillée. Ça aussi, c'est un élément d'éloignement. De sorte que, finalement, personne n'a pu voir qui était vraiment cette nana qui venait se faire griller, d'autant plus qu'elle portait une mitre sur la tête, comme c'était l'usage à l'époque, avec dessus indiqué la raison de sa condamnation. Et on a dit ça, que cette mitre, on a dit que Jeanne était embronchée, c'est-à-dire que ça lui tombait sur le milieu du visage.
Excuse-moi. Donc là, il y a un témoin qui l'a vu avec la mitre et avec un écriteau devant. Donc là, je la montre avec la mitre. Et un autre témoin qui l'a vu embronché. C'est-à-dire là, je montre comment il l'a vu. C'est-à-dire une espèce de... C'est pas une cagoule, mais c'est une espèce de coiffe qui lui masque complètement le visage. C'est un autre témoin qui l'a vu. Ressemble à un personnage. Voilà. Voilà. Avec l'inscription dessus, voilà. Donc, ce qui fait qu'en réalité, à 30 mètres, elle était pas reconnaissable. Alors, comment ils ont fait? Là, je termine. Ils commencent à mettre le feu et donc la femme en question commence à griller, ses vêtements brûlent et ils décident de montrer le cadavre à tout le monde, qui existe, mais à moitié brûlé. Donc ils enlèvent des fagots et ils montrent le corps brûlé d'une femme, mais à moitié brûlé, donc personne ne peut voir si c'est elle. Alors à la fin, donc ils remettent des fagots et ils brûlent complètement le corps. Donc les témoins, il y a 5 témoins, 5 témoignages du procès en réhabilitation, tous contradictoires. C'est tout ce qu'on a. Il n'y a rien de l'époque. Rien, absolument rien de l'époque. Bon, si je peux me permettre, on a donc d'une part une femme qui est absolument impossible à reconnaître, compte tenu de la distance et de son accoutrement. On a d'autre part, sans doute une des seules fois dans l'histoire, on fait écarter les cendres du bûcher pour que des témoins viennent constater qu'il s'agit bien d'une femme, mais à ce moment-là, elle est déjà complètement défigurée par les flammes. On peut constater que c'est une femme. Et troisièmement, on fait brûler encore, calciner jusqu'au dernier petit os, et on ramasse les cendres pour aller les jeter en Seine depuis le pont qui est à côté. C'est une véritable mise en scène aux 2 sens du mot. Alors, donc, on va en terminer. Dans la tour où elle était prisonnière, dans la cour, il y a un puits. Et donc, on sait ça très bien parce que cette tour a été détruite. Il y a eu des immeubles qui ont été faits, qui ont été mis autour, mais il reste le puits. Et donc, on sait que dans les châteaux médiévaux, il y avait toujours des souterrains. Et donc, il y a des plans précis que de ce puits-là, il y a une porte sur le côté et qui amène au-delà de la ville. À tel point que pendant la guerre, cet immeuble, c'était le siège de la Gestapo et que cet immeuble a été assiégé par les FFI. Et donc, les nazis se sont enfuis par là. Donc, il y a des plans. Donc, si on voit la vue 57, des plans de l'époque de ce souterrain qui était juste là, au pied, dans la tour où résidait Jeanne. Et donc, alors aujourd'hui, il existe ce puits. Mais ce puits et ce conduit a été fermé par des grilles, avec des caméras, et personne aujourd'hui n'a le droit d'aller voir ça. Donc il faut dire qu'il y a quand même une curiosité aujourd'hui que quand les gens, les historiens ou les amateurs comme Jacques veulent aller trouver des preuves, eh bien ils ne peuvent pas. C'est complètement interdit. Est-ce que les preuves, parce qu'on nous dit là sur le chat, comment on appelle ça, que Henri Guillemin, lui, dit que les documents originaux du procès sont détenus au Vatican. C'est possible. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, la relation de la triple donation dont je parlais tout à l'heure, elle n'existe qu'au Vatican. Elle est relatée à la fin d'un document qui a été, je crois, écrit par Renaud de Chartres, me semble-t-il, ou quelqu'un de Chartres en tout cas. Et c'est
un document qui existe en 6 ou 7 exemplaires. Il doit y en avoir un ou deux à la Bibliothèque de France. Il y en a ailleurs. Mais le seul qui comporte la notation concernant ce qui s'est passé à Saint-Benoît-sur-Loire, cette histoire de triple donation, le seul qui comporte cette annotation-là est dans le cadre du Vatican. On sait que le Vatican possède des documents sur Jeanne et qu'ils sont impossibles à consulter, ça c'est clair, évidemment les notes du procès disparu, c'est possible que ça au Vatican, en tout cas on ne peut pas. Certainement. Alors, donc, Jeanne aurait été donc exfiltrée, et donc là tu vas nous raconter rapidement l'épisode savoyard. Hein. Oui. Oui, alors effectivement, elle aurait été exfiltrée par un nommé Pierre de Menton, lequel Pierre de Menton était le chambellan du duc de Savoie, Amédée VIII. Et en Savoie, à côté d'Annecy, il existe un petit pays qui s'appelle Montrottier, dans lequel il y a un château, et dans lequel on peut, à l'heure actuelle encore, aller visiter la chambre de la Pucelle. Voilà. Donc là, elle a passé 4 ans. C'est quelque chose qui peut paraître complètement surréaliste, et pourtant, alors, je finis, je vous donnerai le détail après. Elle y serait restée 4 ans dans ce château, comme hôte, mais pas comme prisonnière, hein, juste un hébergement, je dirais une mise... comment on appelle ça, quand on retient à domicile, quoi. Et au bout de 4 ans, une troupe est venue la chercher, qui l'a conduite au Luxembourg. Et là, elle se fait reconnaître au bout d'un petit moment comme Jeanne des Armoises. Elle s'est mariée avec Robert des Armoises, etc. Bon, c'est une histoire sur laquelle je reviendrai éventuellement si on a le temps. Mais ce qui est important, c'est que on peut retrouver l'histoire de cette affaire de Montrottier par une voie tout à fait inattendue, qui est celle de Napoléon. En effet, Napoléon, c'était pas lui non plus n'importe qui, et il avait des ancêtres qui étaient chevaliers de ceci, chevaliers de cela, et notamment en Italie, à l'époque de Jeanne d'Arc, un de ses ancêtres était le secrétaire du pape, qui va faire abandonner à Amédée VIII de Savoie l'idée de se faire antipape, parce qu'on était toujours dans la division au niveau du Vatican. Et cet ancêtre de Napoléon a fort bien connu Amédée VIII de Savoie, et c'est par lui qu'on sait effectivement qu'à l'époque, il était propriétaire du château de Montrottier. Bon, donc, alors, oui. Je zappe un petit peu parce que je pense qu'il faut aller vite. Oui. Il faut que je conclue. On retrouve donc Jeanne au Luxembourg, enfin à la limite du Luxembourg. Elle se fait reconnaître quelques temps plus tard, à côté de Metz, à la Grange aux Ormes, comme Claude des Armoises, Pucelle de France. Et pourquoi Claude des Armoises? Parce qu'elle s'est mariée sous ce nom-là. Or, si elle s'est mariée sous ce nom-là, c'est probablement que c'était son nom de baptême véritable. Alors, vous allez me dire, pourquoi Jeanne? Eh bien, parce que depuis que existait l'ordre de Sion, tous les grands maîtres de l'ordre de Sion, de quelque manière qu'ils se nomment, se faisaient tous appeler Jean ou Jeanne. Jean Ier, Jean II, Jeanne III, etc.
exactement comme les papes. D'accord. Bon, Ça laisse rêveur. ouais. Ouais. Oui, attends, je termine un peu comme une histoire qui est quand même extraordinaire parce que durant la vie de Jeanne, durant sa vie officielle, il n'y a aucun document d'époque. d'époque. Oui, par contre, après, il y en a plein. Et alors, durant la vie courte de Jeanne des Armoises ou de Claude des Armoises, alors là, il y a plein de documents, si tu veux. Alors là, c'est Pas quand si même courte, truc parce que pas si courte que ça, parce qu'elle a vécu jusqu'en 1449. voilà. Alors, il y a son contrat de mariage, ils achètent une maison avec le seigneur des Armoises, qui est quand même un grand seigneur, qui est connu. Donc, elle va. Elle Et si est je peux me reconnue permettre, par. qu'elle avait connu, déjà avant même son épopée, au mariage de Baudricourt. Ah, bah, c'est possible. Ouais. Donc, alors, oui, parce que tout ça, c'est la même famille. Donc, elle va à Orléans, elle est connue, elle est reconnue par tout Orléans. Donc, c'est pas des fous, les habitants d'Orléans. Hein. Il y a ce pauvre malheureux Gilles de Rais qui pleure la perte de sa Jeanne et qui fait Oui. son théâtre. Hein. Donc, il fait un théâtre ambulant avec la vie de Jeanne qui la reconnaît. Les Darcs la reconnaissent. La ville d'Orléans, il y a encore aujourd'hui dans les contes d'Orléans, des sommes qui sont allouées à cette Jeanne des Armoines. Donc, il y a beaucoup plus de preuves tangibles de sa survie après Rouen qu'il y en a avant. Donc c'est quand même un paradoxe extraordinaire, ça. Hein. Voilà. Alors, il y a une petite anecdote qui est intéressante aussi, c'est que à partir de 1431, à l'église Saint-Samson d'Orléans, on va faire un service à la mémoire de Jeanne jusqu'en 1439. Et en 1439, on s'aperçoit, puisque c'est là que Jeanne des Armoises vient à Orléans, on s'aperçoit que finalement Jeanne d'Arc n'est pas morte. Donc on arrête le service funèbre que l'on célébrait chaque semaine ou chaque mois, je ne me souviens plus, dans cette église Saint-Samson, laquelle était, comme je le rappelle, le siège de Sion. Ça veut dire que on faisait croire aux Orléanais que Jeanne était morte, en tout cas son personnage public, et quand les Orléanais ont vu que, en fin de compte, bah, c'était pas vrai, qu'elle n'était pas morte, puisqu'eux, ils l'ont reconnue, bon, on a arrêté le service. Et puis on l'a repris après sa mort réelle. Et on a repris sa mort réelle, au point que sur les bordereaux de la comptabilité de la ville, on ne trouve pas, on trouve, parce que la ville servait une rente à la mère de Jeanne, enfin à la mère supposée, Isabelle Romée. Et sur ces bordereaux, on trouve un certain nombre de justifications. Bon, on servit à la mère de Jeanne de la Pucelle, etc., jusqu'en 1449. Et après, on retrouve sur les mêmes bordereaux servi à la mère de feu Jeanne la Pucelle. Voilà. Et c'est pas un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots parce qu'elle aurait été brûlée. C'est parce que on savait qu'à ce moment-là, elle était morte. Elle était morte. Elle est morte à une quarantaine d'années. Alors, mais d'où ça vient? Pourquoi on nous a fait croire qu'elle était morte sur le bûcher? Ça vient d'où cette histoire? Parce qu'il fallait faire disparaître le personnage public sans pour autant toucher un cheveu de la tête de la personne. Voilà. D'accord. Et pourquoi ça? Parce que le personnage public était quelque chose d'extrêmement gênant pour l'Église. Et ça a été toute l'habileté de la manœuvre de Pierre Cochon que de manipuler le procès pour qu'elle soit finalement condamnée pour autre chose que l'hérésie. C'est le coup des habits d'homme.
Voilà. Ça. Donc elle est condamnée parce qu'elle a remis des habits d'homme et non pas pour hérésie. Et donc ça Absolument. vaut pas d'être brûlé. Mais alors, Voilà. et on brûle quand même. Donc c'est qui brûle alors? C'est quoi? C'est une Non, ils pauvre ont femme, brûlé une pauvre femme qui a été sorcière brûlée à sa place alors. Voilà. Absolument. Voilà. Qui a été brûlée à sa Ils ont place. dû prendre n'importe quelle pauvresse qui était là, peut-être une sorcière, hein, pas tout, pourquoi pas. Voilà. Et on nous demande une question aussi. Est-ce que ça représente quoi pour les Anglais, Jeanne d'Arc, à l'heure actuelle? Ils en parlent en Angleterre? Non, ils s'en foutent. Oh si, les Anglais aiment beaucoup l'histoire de France, s'intéressent beaucoup à ça. Bon, il y a ce fameux film d'Hollywood, là, bon, c'est des Américains avec Ingrid Bergman. Bon, Besson, c'est une connerie ça. Ingrid Bergman, Bah, c'est Meryl Streep, hein, qui est un très beau film, qu'on voulait en passer un extrait tout à l'heure. Non, il s'intéresse à ça, mais aujourd'hui, tout le monde est partagé, évidemment, entre la légende de Sainte-Jeanne et puis qu'elle soit brûlée. D'ailleurs, le procès en réhabilitation, et c'est aussi un autre procès complètement ridicule parce que Absolument. dans le procès en réhabilitation de 1456, les témoins, ils répondent à un questionnaire, tu vois. Alors, est-ce que Jeanne était bonne chrétienne, oui ou non, tu vois. Alors, en plus, interviennent là les procureurs qui l'ont fait condamner. Alors, il faut dire que ni Cochon n'a été inquiété après quand Charles VII prend Paris, ni les procureurs qui sont interprétés comme de vrais salopards dans l'histoire de France, ils ne sont absolument pas inquiétés. Ils témoignent au procès en réhabilitation. Tout ça, c'est extrêmement curieux. Si on avait tué l'icône de France, on les aurait pendus haut et court, ces gens-là. Bon, non. Alors, ce procès en réhabilitation est une véritable rigolade. Oui, clairement. Hein? Alors, tout ce qu'on sait, la seule chose qui est intéressante, c'est qu'en 1450, il y a des interrogatoires. C'est là où on sait la plupart des choses. Donc, et là, effectivement, on a des traces de témoignages, mais malheureusement, ces témoignages en français sont traduits en latin. Hein? C'est là où il y a le fameuse quando machin, là. Voilà, et que les gens s'expriment en français, il faut déjà traduire en latin, et puis après, retraduire en français. Alors, les latinistes apprécieront la difficulté de la chose, mais effectivement, c'est là qu'on apprend. Il y a le grand témoignage de l'écuyer de Jean Delon, qui est extrêmement intéressant parce qu'il l'a vu quasiment à poil. Il y a le duc d'Alençon qui témoigne, il y a le bâtard d'Orléans. Bon, voilà, donc là, on ne peut pas remettre en cause ce qu'ils disent. Hein, voilà, alors, bon. Donc, il y a aussi la chronique, la fameuse chronique du siège d'Orléans. Cette chronique, on l'a retrouvée au XVIIe siècle, mais c'est écrit en français du XVe. C'est des copies de copies de copies. Et puis, il y a des faits extrêmement précis qui permettent de valider cette chronique, quoi. On pense que c'est vrai, mais tout ce qu'on possède comme documents sont des documents qui sont postérieurs à la vie même réelle c'est très mystérieux. de Jeanne. Moi, j'ai une dernière question aussi. Est-ce que Jeanne d'Arc, parce que ça aussi, ça fait partie des analyses d'Henri Guillemin, qui dit qu'elle gênait également la monarchie française. Oui. Elle gênait aussi Charles VII, parce qu'elle prenait trop d'importance, elle était trop populaire. Est-ce que c'est Bien sûr. Absolument. C'est logique, puisque c'est elle qui l'a quasiment sacrée. Ouais. Et elle l'a sacré en tant que lieutenant sur terre du roi du ciel, comme je disais tout à l'heure, pas en tant que roi. Alors on sait que Charles VII, il n'aimait pas du tout, donc il préférait, lui, des femmes, on va dire, excusez-moi, baisables, hein, il préférait Agnès Sorel que Jeanne, il n'aimait pas. Il y avait beaucoup de jalousie autour des chefs de guerre qu'il n'aimait pas toujours.
hein, sauf évidemment d'Alençon, mais ils étaient jaloux, hein, effectivement. Eux, ils gagnent rien, puis elle arrive et gagne tout. Alors, ouais, voilà, parce qu'il paraît qu'elle énervait beaucoup Charles VII et que la monarchie n'était pas du tout contente de l'avoir alors, on voit, très populaire, voulait un peu absolument, l'écarter, quoi. on voit un exemple précis, c'est que devant le siège de Paris, Et il n'envoie pas d'armée à Charles VII, non, c'est ça, il la laisse tranquille. il a une grande armée, effectivement, devant le siège de Paris, puis tout d'un coup, il décide de dissoudre l'armée. Voilà. Et non seulement il dissout l'armée, mais ils avaient construit un pont sur les douves pour attaquer les murs et Paris qui détruire était le pont. aux mains des Bourguignons, c'est ça, hein, Aux mains des Anglo-Bourguignons. des Anglo-Bourguignons, et en fait, Jeanne d'Arc, paraît-il, avait une possibilité de prendre Paris, et complètement. Charles VII fait tout, en fait, voilà, avec cet acte-là, lui enlève toute chance de prendre Paris. Alors qu'il pouvait prendre Paris. Il pouvait prendre Paris. Et il fait même détruire le fameux. Voilà. Alors, donc c'est du sabotage, là. Ouais, du véritable sabotage. Non, là, tout le monde que Charles VII lui était hostile, et tout ce qui l'intéresse dans le procès en réhabilitation, c'est de faire dire qu'il n'a pas été adoubé par une sorcière, mais par une sainte. Donc c'est tout. Donc c'est un deuxième procès stalinien, encore pire que le premier. Donc ce procès en réhabilitation. D'accord. C'est tout. Donc bon, bah, on va devoir terminer. On fera, je pense, une émission. Hein. C'était un peu court. On n'a pas parlé, on a parlé que de la moitié. On a parlé, voilà, on a évincé pas mal d'épisodes. Il en faudrait 3 pratiquement. Voilà, donc il y a énormément, voilà, de questions sur le chat. Alors je tiens à dire que, voilà, personnellement, je trouve qu'il y a eu un peu trop de débordements et je veux dire, de gens, voilà, sur le chat, vous êtes tous mis en mode troll. Et sincèrement, c'est pas agréable. Voilà, donc vous étonnez pas si je pose pas de questions, parce que quand il y a une question intéressante sur quasiment 30 messages, hein, et puis après le reste sont des insultes ou des attaques à dominem, bah, ça n'apporte rien au débat, et sincèrement, c'est pas la peine. Ensuite, quand il y a des questions intéressantes, alors voilà, il y a des questions polémiques, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui disent aussi oui, mais est-ce que tout ça c'est vrai, etc., et qui se posent des questions pour savoir, puisqu'ils disent, par exemple, il y a un argument qui m'ont dit oui, mais tout est sorti après sa mort, donc est-ce que tout est vrai, puisque tout est faux, puisque c'était après sa mort. Donc bon, je pense qu'il y a aussi, on nous demande de donner des sources, donc on n'a pas eu le temps non plus de donner des références et des sources. Les sources sont, alors ça va être très très rapide, hein. Il y a, on va partir par les dernières, le procès en réhabilitation 1456, mais ce ne sont que des questions, on répond par oui ou par non. Les meilleures sources, c'est 1450, des interrogatoires, hein. Mais problème, c'est du latin avec ce problème de traduction. Il y a le procès avec le manuscrit d'Urfé, qui est une copie, soi-disant, des minutes du procès, et les minutes du procès ont disparu, et de ce manuscrit, il manque 3 semaines de procès. Il y a la traduction en latin du procès par Cochon et ses sbires, mais il y a déjà des discordances entre le manuscrit d'Urfé et cette traduction en latin. Voilà. Hein, et ça, cette traduction en latin a été faite après la mort supposée de Jeanne. Et il y a la chronique du siège d'Orléans dont je viens de parler, qui a été retrouvée au début du XVIIe siècle, et qui est une copie vraisemblable de quelqu'un qui a rapporté durant le siège d'Orléans. À part ça, il y a quelques lettres entre les gens qui ont participé au sacre et qui ont vu Jeanne au sacre. Hein. Il y a quelques correspondances qui relatent son existence. Il y a la chronique d'un bourgeois de Paris qui parle de Jeanne mais qui ne l'a jamais vue, donc il ne parle que de on dit de Jeanne. Et c'est la seule chronique qui est contemporaine, hein, mais lui il l'a jamais vue, le bourgeois de Paris. Voilà. Donc voilà ce dont on dispose. C'est vraiment pas gras, quoi. C'est tout. Non, mais on peut quand même valider son existence. Ça c'est clair. Elle a fait
suffisamment de bruit. Des exploits militaires. Voilà, ces exploits militaires. Et puis, effectivement, derrière, eh bien, on ne peut faire que des hypothèses. Et donc, là, Jacques a fait une hypothèse qui a le mérite... Les rudes messes s'attendent à faire un méchant buzz avec mon plat. Dans tous ces aspects, parce que si on ne fait pas ce genre d'hypothèse, on ne comprend rien. Surtout le lien avec les Templiers, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. C'est la première fois que j'entends. Moi, je me suis mis là-dedans. Franchement, je dis, je ne comprends rien à cette histoire. Alors, évidemment, si tu dis que c'est une sainte et que tout vient du bon Dieu et que... Alors là, tu vas te faire beaucoup d'ennemis, t'en as déjà énormément, parce qu'ils te reprochent justement, ils disent oui, tu enlèves le mythe catholique, etc. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que aussi, il faut faire preuve un peu d'ouverture d'esprit, et dès qu'on parle d'un sujet, même s'il y a des implications religieuses, on peut avoir quand même une liberté de ton, et on peut pouvoir en discuter. Parce que là, j'ai vu plein de gens qui s'offusquaient de dire « Oui, mais alors là, on détruit le mythe catholique, etc. » Je suis désolé, mais bon, c'est de l'histoire. L'histoire, c'est du révisionnisme. On est obligé de retourner dans les bouquins, voir ce qui s'est passé. À un moment donné, on ne peut pas prendre une posture... Non, on prend de l'histoire, en fait pas de théologie. Voilà, on ne fait pas de théologie, on n'est voilà, pas en métaphysique. On fait de la théologie ou on fait de l'histoire. L'histoire, elle est basée sur des documents et sur des enquêtes. Hein, moi, je redis aux catholiques, aux chrétiens, selon une vision chrétienne moderne, moderne d'aujourd'hui, pourquoi Dieu aurait pris le parti de la France plutôt que le parti des Anglais. Pourquoi Dieu... Enfin, moi, j'aimerais qu'il y ait des prêtres, mais pas des gens qui se disent catholiques, mais des vrais prêtres, et qui m'expliquent si Dieu... s'il existe, a le droit, dans un conflit, de prendre le parti de l'un plutôt que de l'autre. Alors ça, je ne vois pas. Moi, si j'étais chrétien, je trouverais ça plutôt curieux. Donc, je suis désolé, mais ce mythe catholique, il ne tient pas debout. Voilà. Alors, en plus, le problème qui ne tient pas debout, c'est qu'il n'est pas crédible. Alors que moi, je veux réhabiliter le mythe de Jeanne, parce que elle mérite de figurer parmi les mythes de l'histoire de France. Donc moi je suis pour les mythes, elle a le mérite de figurer, mais il faut que ce mythe soit crédible, il faut que tout le monde puisse le croire, ce mythe. Ce qui est assez contradictoire avec la pensée que vous avez en général, parce que quand vous parlez du 11 septembre ou d'autres affaires, vous avez justement une posture de savoir ce qui s'est passé et de ne pas croire des versions officielles. Or là, vous reprochez à nos interlocuteurs d'avoir remis en cause une version officielle. Je suis désolé, mais... Une version officielle moi, j'ai pas été chercher, j'écoute ce qu'on me dit, mais après tout, pourquoi ne pas l'écouter? Parce qu'à ce moment-là, on n'écoute pas aussi de la même façon ceux qui veulent remettre en cause le 11 septembre, etc., de la même façon, en disant c'est du conspirationnisme, on jette tout ça à la poubelle et on balaie d'un revers de main. Parce que il faut pas se... Si vous permettez, c'est Napoléon qui a dit l'histoire est écrite par les vainqueurs. Or, il faut savoir que depuis 1500 ans à peu près, tout ce qu'on étudie à l'université vient directement de l'Église, puisque c'est l'Église qui tenait l'université. Alors, faut-il croire tout ce qu'on nous enseigne à l'université, en l'occurrence la belle légende dorée, ou bien faut-il croire ce qui est crédible parce qu'il y a une explication logique? Absolument. Voilà, tout est là. Alors, comment un Français, il y a à peu près 20% de Français qui croient en Dieu et qui sont des catholiques pratiquants. Alors, il faudrait que... Mais on peut croire en Dieu. Oui, absolument. On peut croire en Dieu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La question ça n'a rien à voir. Donc, la question est de savoir si Jeanne était bien envoyée par Dieu ou bien par un organisme d'humains. Or, même un pape en a douté. Voilà. Ouais. Donc il faut pas... Voilà, il faut pas nous prendre la tête avec dire qu'on va contre l'Église. Je vais croire qu'il n'y a que des chrétiens archi-tradis. Pas du tout. Non. Il y a beaucoup de musulmans, il y a des athées, il y a des musulmans qui sont français, qui ont le mérite
d'être français, et il faut qu'ils puissent s'approprier cette légende de Jeanne, comme du Guesclin, comme Jeanne, comme tous les résistants, les patriotes, il faut qu'ils puissent se l'approprier. Alors si on dit que la bergère, elle a su combattre en couchant des lances et aller à l'assaut droit face aux Anglais, hein, parce que c'est le bon Dieu qui lui a donné. Non, mais à un moment donné, on croit au Père Noël et aux histoires de petits-enfants. Elle a encore plus de mérite, cette femme, parce qu'elle a été entraînée, et c'est pas Dieu qui lui a mis la lance dans la main, c'est vraiment elle. Et quand elle reçoit la flèche, et quand elle la tire, elle dit c'est pas du sang, c'est de la gloire. C'est pas le bon Dieu, c'est bien elle qui fait ça. Donc c'est quand même... Si vous permettez, et ce sera le mot de la fin pour moi, c'est un petit extrait, c'est comme ça que se conclut mon bouquin aussi. Je pense que ce serait bien pour conclure cette émission. Le pape Pie II, en 1458, c'est-à-dire immédiatement après le procès, écrivait dans ses mémoires ce texte étrange. Ouvrez les guillemets, « Fût-ce œuvre divine ou humaine, j'aurais peine à le dire. Il en est qui pensent que les grands du royaume s'étant divisés en présence du succès des Anglais, ou ne voulant plus ni les uns ni les autres accepter un chef, l'un d'entre eux, le plus sage, aurait imaginé cet expédient d'alléguer que cette pucelle était envoyée de Dieu pour prendre le commandement. Nul homme n'oserait se refuser à l'ordre de Dieu. Ainsi, la conduite de la guerre aurait été confiée à la pucelle avec le commandement des armées. C'est un pape qui dit ça en 1458. Bien sûr. Ouais. Alors, cette légende catholique, elle ressort qu'au XXe siècle, parce que toutes les chroniques jusque-là doutent qu'elle ait été brûlée. Il y a plein de textes qui doutent qu'elle ait été brûlée. Donc il faut voir que ce mythe chrétien qui vient de la sanctification de Jeanne, c'est un mythe qui est récent, qui est moderne, c'est tout. Alors une dernière question, une question subsidiaire pour Jacques, parce que moi aussi ça m'intéresse cette partie-là. On nous demande s'il y a un rapport entre le tableau de Poussin, les bergers d'Arcadie, et Jeanne la bergère d'Arcadie. Tu l'as dit, la bergère d'Arcadie. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport avec le... Qu'est-ce que c'est qu'un berger, si ce n'est un gardien? Donc ça qu'est-ce que c'est qu'Arcadie, si ce n'est le royaume, je dirais, paradisiaque? D'accord. Donc il peut bien y avoir un rapport. Donc Arcadie... Absolument. Donc Poussin avait peut-être Absolument, il y a un rapport. D'accord. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont fait écrire ce bouquin, parce que j'ai trouvé un rapport, mais flagrant, grâce à l'intervention des Templiers, entre l'histoire de Jeanne et le fameux mystère de Rennes-le-Château. D'accord. Ah bah, ça va plaire. Mais je crois qu'on va réorganiser une émission pour pousser en profondeur encore Jeanne d'Arc, parce que 3 heures n'ont pas suffi. Avec plaisir. Voilà. Et ben avec plaisir. En tout cas, Monsieur Minier, merci d'être venu sur Méta TV. Je l'ai trouvé vraiment fortuitement, parce qu'il a voulu rentrer dans une discussion sur ma page Facebook. Parce que quand j'ai commencé à annoncer ça, donc j'en ai eu 40 derrière, avec des insultes, hein, pareil, je remets en cause le mythe catholique, et donc Jacques a bien voulu... Ah non, mais... Et je lui ai sauté dessus tout de suite, j'ai dit, oh là là, viens faire l'émission. Mais en ce qui me concerne, je ne remets pas en cause le mythe catholique. Je dirais même que je ne descends pas la Sainte Jeanne en flammes, j'en fais même un objet encore plus merveilleux qu'une sainte. Voilà. D'accord, voilà une belle parole pour la fin, pour tous ceux qui pensaient qu'on était là pour effondrer un mythe et s'attaquer au... Pas du tout. Jeanne est bien plus... Mais pas du tout, parce que Jeanne, elle-même, était en adoration de Jésus. C'est normal.
C'était probablement son ancêtre. Et son existence est bien plus extraordinaire que ne veut bien le dire le mythe catholique de Saint Jean de 1901. Oui, parce que finalement, cette histoire que vous avez un peu creusée, là, bah, je la trouve, en tout cas, moi, je l'ai découverte et je la trouve un peu plus crédible et aussi intéressante que le mythe, voire plus intéressante, parce qu'on comprend qu'en plus voilà, des ramifications et de tout ce qu'il y a autour, et on voit que c'est un personnage mystérieux encore, et encore des choses à creuser. Du point de vue humain. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Alors, merci à Jacques Minier d'être sur Skype, merci à Alain d'être venu. Merci. Voilà, merci. Alors, merci à vous aussi de nous avoir suivis, hein, malgré les petits bisbis sur le chat. Il y en a certains aussi qui auraient voulu une petite explication pour l'altercation d'hier aussi, Alain, tu sais. Oui. Alors, on en reparlera, on a dit qu'on ferait une émission spéciale République, comme ça on aura ce débat ouvert sur la République. On va effectivement... Parce qu'il y a des gens qui étaient vexés, tu sais, de cette intervention d'hier. Donc l'intervention, il faut dire le réseau Voltaire, dont je suis le président en France, est partenaire de Meta TV, et que le réseau Voltaire, dans son objet social, a la défense de la République et de la laïcité. C'est le seul, et de la liberté d'expression, c'est pour ça que nous existons. Moi, je pense que ceux qui attaquent la République attaquent la France, et si la branche sur laquelle ils sont assis. Alors, en plus, je veux bien penser qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la République, ils ne comprennent pas, ils prennent la République par l'espèce d'ersatz qui nous est montré par le pouvoir actuel, qui n'a rien à voir avec la République. La République doit se défendre perpétuellement pour exister. Alors je pense que c'est un malentendu qu'il va falloir dissiper, et que je vois mal dans un avenir politique qu'il va bien falloir que les choses changent un jour, parce que ça va tellement mal qu'il va bien falloir changer, qu'on puisse rassembler les Français sur autre chose qu'une amélioration de la République, même si on suit le projet de Chouard, qui est très très bien, mais c'est encore une République supérieure qui est proposée. Voilà. Alors moi je pense que c'est un malentendu, qu'on ne se comprend pas, et que, eh bien, il va falloir expliquer. Ce que je proposerais aussi, c'est d'expliquer la différence entre l'idéologie anglo-saxonne et l'idéologie française, qui sont